Bonjour à tous, ici Seb, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car il s'agit des tops 2022 de la communauté. Donc ces tops, en fait, représentent un retour en arrière sur l'année passée, 2022, où on va discuter de nos découvertes ludiques, de nos parties, des jeux qui nous ont marqués. Mais attention, ce n'est pas réservé aux jeux sortis en 2022. On peut très bien avoir découvert des jeux plus anciens et les avoir inclus dans son classement. Donc j'ai demandé aux personnes du Discord de me donner leur classement et quelques autres informations. Et d'ailleurs je remercie les personnes ayant participé, car c'est toujours sympa, ça crée du débat, ça crée de la discussion. Et, euh, et on va discuter de jeux, on va peut-être découvrir des jeux ensemble. Donc c'est toujours sympa. Quand je parlerai d'un jeu, je vous le montrerai en même temps sur BGG, comme ça on aura la fiche informative. Parce que je ne connais pas tous les jeux malheureusement. Donc certains, j'ai déjà vu consulter un petit peu les tops, j'ai déjà vu un peu les classements. Donc ça, je connais certains jeux, mais pour le reste, on regardera sur BGG, on s'appuiera là-dessus. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les dames. On a deux dames qui nous ont donné leur classement. Donc il y a Canette et alors Alix. On va commencer avec celui de Canette. Donc je lui ai demandé combien elle avait de jeux. Elle m'a répondu 2. Donc je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, 2. Ou alors elle a peut-être voulu marquer 20, elle a oublié le 0. Bon, peu importe, c'est pas grave. Fréquence de jeu, 2 fois par semaine. Essentiellement le week-end, parfois en semaine. Donc un rythme assez bas. Les styles de prédilection, deck building, coop, dungeon crawler, aventure. Donc c'est pas mal, il y a pas mal de choix différents. Ensuite, on va regarder sur le top 5. Donc c'est là où on va commencer à se pencher sur les jeux. Donc en numéro 5, elle a mis Clank. Alors Clank, moi je connais assez bien, parce que je l'ai à la maison, je l'ai encore. C'est un jeu que j'ai acheté il y a un bon moment maintenant. Donc Clank, il est sorti en 2016, 7,8 sur 10, et une complexité assez basse, 2,22. Alors Clank, il a été fait par Paul Denen, pardon. C'est celui qui a fait Dune Imperium dernièrement. Et Clank, il est dans l'actualité. D'ailleurs, il est toujours dans l'actualité. Hein. Il y a beaucoup d'extensions qui sortent, qui sont sorties. Il y a le Clank In Space, le standalone. Il y a le Clank Legacy. Donc c'est vrai qu'il continue à vivre ce jeu-là. C'est un jeu de deck building avec plateau. Donc en fait, le thème du jeu, on joue des voleurs qui vont entrer dans un donjon gardé par un dragon, et on va devoir lui dérober une relique et des trésors en passant. Donc il y a un mécanisme donc de stop ou encore, dans le sens où plus on passe de temps dans le donjon, plus on récolte des trésors, mais plus c'est dangereux, car le dragon va nous attaquer au fil des tours, et une fois notre barre de vie est réduite à 0, ben, on perd la partie. Donc ouais, c'est assez sympa, c'est un jeu multijoueur. Il y a aussi, on peut aussi y jouer en solo, avec une application par contre. Donc je vais lire le commentaire de Canette sur le sujet. Alors, elle a marqué: on a mis du temps avant de se l'offrir, croyant que ce soit un deck building trop débutant, et sans grand intérêt pour nous. Mais on avait tort, il est génial, accessible à tous et intéressant. Un point négatif, le premier à sortir est trop pénalisé. Ben oui, justement, comme c'est un jeu de stop ou encore, il va falloir prendre des risques. Il va falloir doser aussi les risques. C'est vrai que plus on passe de temps dans le donjon, plus on accumule de richesses et on gagne des cartes qui ont des valeurs de points de victoire. Donc c'est là où il va falloir doser les risques. Mais en tout cas, c'est un bon jeu, c'est assez marrant. Donc je peux comprendre qu'il soit dans un top. Moi, j'ai acheté pas mal d'extensions, mais j'ai pas toutes les extensions parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont sorties. Mais, euh, mais c'est pas mal. En choix numéro 4, elle a mis Fantasy Realms. Donc Fantasy Realms, donc c'est celui-là là. Donc c'est un jeu de gestion de cartes. Je crois pas, non, il n'y a pas de mode solo, il me semble. Donc celui-là est sorti en 2017, 7,5 sur 10. Ah, il est un peu plus simple que Clank, 1,78. Celui-là, ouais, il a une bonne cote en ce moment, il y a une extension qui est sortie. Il y a même un remake qui est sorti de celui-là, de Fantasy Realms. C'est Marvel Remix, donc sur le thème Marvel, donc ça aussi ça a bien la cote en ce moment.
Donc en fait, dans Fantasy Realms, on démarre avec une main de cartes, et il va falloir trouver des combos pour faire comboter ces cartes, justement. Il va y avoir des combinaisons, donc c'est un univers medieval fantasy. Donc par exemple, si on a la carte du roi, on va nous dire, par exemple, si vous avez le roi et la reine, vous avez 30 points en fin de partie. Si vous avez le roi et telle autre carte, vous gagnez tant. Et il va falloir donc se débarrasser de nos mauvaises cartes et piocher les bonnes. Donc c'est un jeu de gestion de cartes, un peu comme Red Rising, tout ça. Donc il est bien noté, ouais, j'aimerais bien y jouer à celui-là. J'ai pas eu encore l'occasion. Alors Canette, elle nous dit, en termes de rejouabilité, on a difficilement mieux. Il y a du hasard certes, mais le défi est justement de faire au mieux avec ce qu'on a. L'extension est très bonne aussi. Donc elle l'a mis en 4e. Ouais, moi j'aimerais bien le tester. On va passer à son 3e. Son 3e c'est Mini Rogue. Donc Mini Rogue, sorti en 2021. Donc ça c'est un petit jeu solo. Et il y a aussi une variante à 2. Parce que là je vois qu'on peut y jouer à 2 en coop. Donc sorti en 2021, 7,6. Une complexité de 2,06 sur 5. Donc ça c'est un petit jeu. Il a été localisé par Nuts. Et celui-là, il est issu du concours de jeu sur BGG en 9 cartes. Le concours en 9 cartes, c'est un concours sur BGG où les créateurs peuvent s'exercer là-dessus. Ils proposent un jeu en fait avec 9 cartes et quelques autres éléments. Il y a des règles très spécifiques sur pas ce challenge, mais ouais, ce concours, voilà. Et je sais, il y a Under Phoenix Skies aussi qui a gagné le concours une autre année. Et là, ce Mini Rock donc, a donc gagné en 2021. Donc celui-là, c'est un petit jeu de cartes où on va jouer un aventurier. On va devoir traverser un donjon. Donc c'est une sorte de mini dungeon crawler, assez minimaliste, avec pas mal de lancers de dés. Et celui-là aussi, il aurait pu m'intéresser à un moment donné. J'avais failli l'acheter. Donc je me le garde sous le coude, je le garde dans un coin de ma tête. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a marqué là-dessus? Je le chéris, ce jeu solo ou duo coop. La mise en place est très simple, les parties sont toujours intéressantes. Son défaut, l'iconographie qui est compliquée à assimiler. Les premières parties. Mais qu'on n'oublie pas aux prochaines. Donc voilà, il va demander peut-être un petit effort au départ. Mais ensuite, ça c'est le genre de petit jeu qu'on ressort facilement, qui fait toujours plaisir. Donc on va passer à son numéro 2. Son numéro 2, c'est Zombicide Black Plague. Hop, il est là. Donc celui-là, avec Green Horde, il fait partie des zombicides à l'époque médiévale. Donc c'est un des zombicides, c'est assez connu. Jeu de figurines, c'est assez emblématique maintenant. Zombicide, c'est du jeu coop. Donc celui-là est sorti en 2015, 7,6 sur 10 et 2,49 de complexité. On peut y jouer jusqu'à 6. Ah ouais, quand même, c'est énorme. Donc c'est un jeu de Cool Mini or Not. Moi j'ai joué au premier Zombicide, j'avoue que c'est sympa, mais après j'y reviendrai pas forcément, c'est pas forcément mon style. En tout cas, elle nous a mis mon premier jeu. Ah ouais, donc il y a l'aspect sentimental qui entre en jeu là, je pense. Et c'est l'un des seuls qui a survécu au temps et qui ne me quitte pas. Excellent jeu de coopération, accessible à tous, et qui reste tendu. Le nombre de scénarios disponibles est faible, 8 entre parenthèses, mais la communauté en crée est libre à chacun d'inventer ses propres histoires. Ouais, en effet, j'avais entendu parler de ça. Le jeu est assez modulable, et c'est assez simple de créer des scénarios finalement quand on connaît quand on s'inspire de ceux existants dans le livret. Donc voilà pour son numéro 2. Et on passe à son premier. Il s'agit de My City. My City, donc c'est celui-là, sorti en 2020. C'est un jeu de Rainer Knizia. Donc lui c'est un créateur assez prolifique, il a fait beaucoup de jeux par le passé. Et ouais, lui il est toujours d'actualité, c'est assez incroyable. 7,7 sur 10 et 2,01 de complexité. Ça c'est un jeu Legacy. Donc va falloir construire une ville. C'est avec des polyomino. Donc les polyomino c'est des petites formes un peu à la Tetris. On en a aussi on retrouve ça dans Patchwork, dans Cartographeur quand il faut dessiner nos petites formes. Et celui-là pareil j'ai pas joué mais il est bien connu, bien réputé aussi. Alors qu'est-ce qu'elle nous a mis? Probablement le meilleur jeu Legacy auquel j'ai joué. Oui, même avant Pandemic Legacy. Pourtant Pandemic Legacy est très très bien noté. C'est dans le top BGG, c'est assez incroyable.
Il s'agit là d'un jeu de puzzle compétitif apportant des nouveautés et des changements à chaque chapitre. Le système est très bien fichu et permet de désavantager les meilleurs et d'aider les moins bons pour égaliser les chances. Ok. C'est vrai que ouais, après les Legacy se pose toujours la question de la rejouabilité. Une fois le jeu terminé, qu'est-ce qu'on en fait? On le jette, on peut plus le revendre. Mais ouais, bah, celui-là j'aimerais bien tester également. Faudra voir si j'ai un jour l'occasion. Donc du coup, on a son top. Je lui ai demandé aussi quelle était sa déception ludique de l'année. Elle m'a mis Voyage au centre de la Terre. Donc on va regarder ça. Donc celui-là c'est un roll and write si je dis pas de bêtises. Voyage au centre. Après j'ai marqué en français. Ah bah oui il y est. C'est un jeu de 2020. Alors elle l'a mis en déception ludique car elle dit qu'il y a trop de hasard. Ok. Bah, moi celui-là j'ai pas joué. Ah, il est pas bien noté. Hein. 6 c'est pas terrible. Hein. Et ouais je m'étais un peu renseigné dessus. Ouais, là en ce moment c'est vraiment la mode des roll and write. C'est vrai que une fois qu'on en a fait plusieurs, après ouais ça va avoir tendance à se ressembler un petit peu. Ok. Après, je lui ai demandé son meilleur jeu publié en 2022. Elle m'a répondu, je ne fais pas trop attention aux dates de sortie, je ne pourrais pas le dire. Ok. Sa plus grosse dépense ludique. Elle a mis Nemesis. Acheté d'occasion en début d'année, je n'avais pas la place pour y jouer. À charge de revanche en 2023. Donc Nemesis, ouais, c'est le jeu de figurines qui se passe dans l'univers d'Alien. C'est pareil, c'est un gros jeu celui-là aussi. Son jeu le plus joué. Difficile à dire, je pense Gloomhaven, les mâchoires du lion, que j'ai fini moi aussi. Donc c'est un très bon jeu. Événement ludique de l'année. PEL et Ludimania. PEL est vraiment incroyable. J'ai bien aimé Ludimania aussi, mais on est davantage sur l'esprit d'une association ludique. Donc c'est un peu plus petit du coup. Voilà pour le top de Canette, et c'est son petit profil. Bah, du coup, merci à toi d'avoir participé. On va passer à celui de Alors Alix. On va enchaîner. Alors, on va d'abord consulter son profil. Alors, son nombre de jeux. Elle en a 70. Donc ça commence à être pas mal. Hein. Fréquence de jeu, 4 fois par semaine. Donc une fréquence plutôt moyenne. Les styles de prédilection, placement d'ouvriers, territory ou city building, Eurogame. Donc là, on est sur un autre type de profil. Du coup, son top 5. Son top 5, c'est The Few and Cursed. Few Up and Cursed. Alors celui-là, je le connais, j'avais failli l'acheter aussi. Jeu de deck building, je crois que c'est coop celui-là. Sorti en 2020, 7,2 sur 10 et 2,58 de complexité. On peut jouer de 1 à 4. Donc ça a été designé par McNade. McNade, il a participé au set Watch et il a fait Maximum Apocalypse aussi que j'ai à la maison. Donc Few and Cursed, c'est un deck building. Few and Cursed, je crois que c'est une bande dessinée à la base. Et ça se passe dans un western un peu fantastique, un peu post-apo. Ça mélange pas mal de trucs, il y a des monstres, tout ça. Donc là, en fait, pareil, c'est un deck building avec un plateau, un peu comme Clank. On va se balader, il faut trouver des ressources, il faut jouer des cartes et combattre des méchants. J'avais failli l'acheter, mais j'avais eu des mauvais retours sur le solo. D'ailleurs, le commentaire de Alix me confirme un peu ça. Alors, elle a dit, pour ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi j'aime particulièrement ce jeu. Je lui trouve des défauts, pas assez de cartes, solo pas ouf. Et pourtant, j'adore y jouer. J'aime énormément la DA, donc direction artistique. Juste de l'avoir sur ma table me met en joie, et quand je veux faire un jeu pas prise de tête, il se pose là. Donc c'est vrai que ouais, il avait l'air sympa, direction artistique un peu style bande dessinée, pour reprendre l'œuvre originale. Et c'est vrai que ouais, ça avait l'air sympa. Si j'ai l'occasion, j'y jouerai, mais c'est vrai que j'irai pas forcément l'acheter. Numéro 4. Numéro 4, je connais aussi, car c'est The Loop. The Loop, c'est celui-là, sorti en 2020. Donc celui-là, il a été fait par Théo Rivière, en association avec Maxime Rambourg. 7,8 sur 10, donc plutôt bien noté, 2,79 de complexité. Donc celui-là, c'est un jeu coop. C'est un croisement en fait entre Pandémie et Spirit Island pour les mécaniques, tout ça. On va jouer des agents temporels qui doivent arrêter le Docteur Fou, donc un savant fou qui détraque le temps avec une machine. Et en fait, il va se balader d'époque en époque
et semer des failles temporelles, créer des clones de lui-même qui sèment la panique, quoi. Et en fait, on dirige nos personnages avec des cartes, donc un peu à la Spirit Island, pardon, décidément. Et le danger, en fait, prolifère sans cesse, donc un peu à la pandémie, il va falloir à chaque fois régler le danger et réaliser des petites missions. Donc ça, c'est assez comique comme jeu, c'est rigolo. Par contre, attention, c'est pas un familial, hein. Sous ces airs enfantins, avec les couleurs, tout ça, on pourrait dire, ouais, ça a l'air, c'est rigolo, c'est famille, on va se marrer. Non, en fait, il est assez complexe. Le jeu est très chaotique, on peut facilement perdre d'un tour à l'autre. On contrôle pas toujours tout, mais par contre, c'est sympa, il est bien comme jeu. Alors, elle nous a mis en commentaire, simple à prendre en main, mais difficile à dompter. Je le trouve fun et innovant. Voilà, donc c'est vrai que je pense pareil. C'est un peu mon ressenti. Ensuite, son numéro 3, c'est Clinique. Alors, Clinique 2014, ça doit être celui-là. Clinique, donc sorti en 2014, 7,1 sur 10, 4,08 de complexité. Ah oui, là c'est déjà autre chose là. Là, je pense qu'on arrive sur du gros level. Celui-là, c'est un jeu de gestion, il me semble, gestion de dés. Il y a une personne qui nous en avait parlé dans les tops solo communautaires. Pick up and delivery, ok, simulation, placement de tuiles, ok. Celui-là, moi, j'ai pas joué, donc je pourrais pas trop m'étaler dessus. Il y a aussi une version Deluxe, sortie en 2019. Ah, elle est mieux notée déjà, celle-là. On va regarder de quoi il s'agit. Ah oui, d'accord, c'est une gestion de clinique, en fait. Ça va être un jeu de gestion, jouer des petites tuiles. Peut-être avec un peu de pose d'ouvrier. Ok. Alors là, en fait, pour ses 3 jeux préférés de l'année 2022, donc le 1, 2, 3, elle a mis le même discours. Donc, je vais vous lire le texte qu'elle a mis. Donc, ce sera valable pour les 3 jeux. Même discours pour ces 3-là. J'aime les jeux qui cassent la tête. Aucun détail ne sont laissés au hasard. Beaucoup de choses à penser. Mais l'ensemble est d'une logique et d'une cohérence absolue. Matos irréprochable. J'affectionne ces 3 thèmes. Jouer est un vrai plaisir. Bémol, il faut pouvoir avoir quelques libres. Ah, je pense qu'elle a oublié un mot. Peut-être que quelques temps libres et sans interruption. Car une fois le fil de sa stratégie perdu, c'est dur de reprendre. Donc là, comme clinique, je ne connais pas forcément le jeu. Je vais enchaîner avec son deuxième. Son deuxième, c'est On Mars. Donc c'est vrai que On Mars, c'est de Vital Lacerda. C'est un gros jeu, ça aussi, un gros jeu de gestion. C'est vrai que là, elle enchaîne les gros. Sorti en 2020, 8,2 sur 10. 4,67 de complexité. Donc là, c'est assez balèze, hein. Donc là, c'est pareil, c'est gros jeu de gestion, hein. Donc c'est vrai que quand elle parlait elle aime les jeux où elle se casse la tête, ben voilà, on est clairement là-dedans, hein. Celui-là aussi avait été cité dans un des top solos d'un des joueurs particulièrement. Moi, pareil, ça, j'y ai pas joué encore. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les jeux euro. Mais ouais, je serais quand même curieux d'essayer parce qu'il est bien noté, bien réputé. Donc là, je crois que c'est un jeu, on doit coloniser Mars et s'implémenter. Donc il y a du draft, ouais, exploration, gestion de main. Donc ça aussi du gros jeu. Mais son premier, du coup, ça sera encore un Lacerda. C'est Kanban EV. Kanban EV, sorti en 2020. Donc là, c'est un jeu, en fait, où on est le directeur d'une usine, je crois, on construit des voitures électriques. Donc le thème est un peu, voilà quoi. En tout cas, hyper bien noté, à 8,5. Complexité, il est un peu moins complexe que On Mars. 4,34. Donc là aussi, c'est du gros jeu, hein. Là, c'est vraiment pour les amateurs d'euros. Point d'action, gestion de main et poste d'ouvrier en principal mécanisme. Donc voilà pour le top de. Alors Alix, là c'est pareil, je suis désolé, je peux pas trop vous en parler. Moi, je suis pas trop amateur de ce style, mais j'essaierai certainement un jour. Ensuite, sa déception ludique. Stroganov. Stroganov, j'en ai entendu parler, je crois que c'est le jeu. Il y avait eu des soucis avec le plateau. Je crois que le plateau il se déchirait. Ça avait fait un peu, pas un scandale, mais presque. 2021, 7,3 sur 10. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle nous a dit là-dessus? Il avait tout pour me plaire, style, mécanique, etc. J'en entendais beaucoup, et pourtant j'ai l'impression d'errer seul, sans but en Sibérie. Et ça me déprime un peu. Je pense que c'est un bon jeu, mais que j'ai du mal à me l'approprier. Alors celui-là, si je dis pas de si,
C'est tiré d'un livre. Je sais pas si c'est pas un livre de Jules Verne, celui-là. Non, c'est pas marqué quelque part. C'est Jules Verne, ça? Oh, je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, en tout cas, c'est un jeu... Ouais, c'est tiré d'un roman, ça. Mais pareil, ça, j'ai pas joué. On va passer à son meilleur jeu publié en 2022. Elle a parlé de Eleven. Eleven, c'est le jeu de gestion de club de foot. Celui-là, je l'ai eu. Donc celui-là, je connais un petit peu. Donc elle nous a dit, j'ai quasi pas de jeux édités en 2022. J'ai un peu pour les mêmes arguments que mon top 3. Il est plus léger. Ah oui, ça je confirme. Une fois passé le flou artistique de certains points de règles, ça roule tout seul comme un ballon. Ah, joli, une petite blague. Du coup, Eleven, sorti en 2022, 7,5 sur 10 et 3,29 de complexité. Donc ça, c'est un jeu de gestion type euro avec une petite partie de match. Car là, on gère un club de foot. Donc moi, j'y ai joué, j'ai fait une petite vidéo aussi. Et c'est assez sympa. Après, ouais, je pense qu'il faut aimer le thème. Parce que si on n'aime pas le foot, bah, ça va être compliqué d'adhérer au jeu. C'est un bon jeu. Sa plus grosse dépense en 2022, Dungeon Degenerate. Coucou Seb. Ben coucou. Plus grosse dépense 2022 à recevoir en 2023. Il fera peut-être partie du questionnaire 2023. Bah ouais, bah j'espère qu'il te plaira. Parce que c'est vrai que le jeu est assez onéreux. Et assez unique également. C'est une belle pièce de collection et c'est un bon jeu. Son jeu le plus joué en 2022. Les Ruines perdues de Narak. Alors ça, pareil, je connais assez bien. Je l'ai aussi à la maison. Les Ruines perdues de Narak, sorti en 2020. Alors elle nous dit, très facile à prendre en main, mais richesse de jeu certaine. Une fois installé, dur de résister à enchaîner les parties. Alors Narak, c'est vrai qu'il est bien. Hein. Il est 8.1 déjà sur BGG, c'est pas mal. 2.89, lui, pas très compliqué. Il y a pas mal de stratégies. C'est un jeu de poste d'ouvrier avec un peu de deck building, il y a plusieurs mécaniques imbriquées. D'ailleurs, là, il y a une extension. Il y avait l'extension chef d'expédition qui est sortie. Et une autre est en cours de préparation. Donc faut rester alerte là-dessus, parce que c'est vrai que moi je l'ai encore à la maison et j'aime bien. J'ai joué en multi, j'ai joué en solo, j'ai fait la campagne solo aussi qui était super. Et pareil, il est sympa. Après c'est pas le jeu que je vais sortir tous les jours, mais à l'occasion c'est pas mal. Ensuite, événement ludique. Elle a marqué aucun, nada, nothing. Donc il n'y a rien. Sauf que nous avons le commentaire de Monsieur Ludiquement Solo qui a rajouté: objection, monsieur le juge. Tu es arrivé sur le Discord et tu as partagé beaucoup de choses avec la communauté, en plus d'offrir de ton temps pour gérer les forums. Cela me paraît évident que cela demeure un événement ludique. Alors, en effet, alors Alix, elle participe vraiment beaucoup au Discord. Elle gère les forums, tout ça, donc merci à elle pour son investissement, car c'est du très bon boulot. Donc voilà, on a fait le tour de ces deux tops. On va continuer ensuite avec les garçons. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on enchaîne les tops 2022. On passe sur la partie des garçons, qui sont un peu plus nombreux. Et on commence avec E4. Donc E4, pareil, c'est un membre assez prolifique du Discord, souvent présent, tout ça. Et donc lui, il nous dit qu'il a 35 jeux. Donc c'est quand même pas mal. Sa fréquence de jeu est de 4 fois par semaine. Et en commentaire, il a rajouté: il est vrai que dès que j'en ai l'occasion, mais tout dépend des enfants. Donc c'est vrai que les enfants sont aussi chronophages, donc ça peut être compliqué. Ses styles de prédilection sont le deck building, coop, dungeon crawler et l'aventure. Donc ça fait penser un peu à Canette, elle avait mis un peu les mêmes choses. Donc c'est pas mal. Et on entre dans son top 5. Alors, hop, son numéro 5, c'est les tavernes de la vallée profonde. Alors, est-ce qu'il va me le trouver? Taverne... sinon, je connais le titre anglais, c'est... Non, c'est Taverne... Mince, comment... Ah mince, j'ai un petit trou de mémoire. Taverne de la vallée. Ah ben c'est bon, en fait, on peut le trouver. Donc c'est un jeu sorti en 2019. 7.6 sur 10, 269 de complexité. Il s'est fait par Wolfgang Warsch. Wolfgang Warsch, il a fait aussi Belcastel, il a fait, je crois, la série des Tréfutés. Et il a fait pas mal de jeux très prolifiques, lui aussi, comme créateur de jeux, j'aime bien.
Donc ça, c'est un jeu que j'ai à la maison, il est très sympa. Jeu de gestion de dés, c'est un draft de dés en fait, plus exactement. Où on gère une taverne, on va devoir donc gérer sa bière, gérer les clients, essayer de gagner le plus d'argent possible pour améliorer sa taverne, recruter des serveuses, tout ça. Très très sympa comme jeu ça. Donc son commentaire. Lui est notre premier jeu de société autre que les classiques. On a eu l'extension cette année. On adore la direction artistique. Les différentes mécaniques proposées dans un seul jeu, les multiples choix qui s'offrent à nous pour faire évoluer notre taverne. Donc c'est vrai que ah oui, celui-là il est très sympa parce qu'il y a plusieurs modules à l'intérieur du jeu pour améliorer l'expérience. C'est vraiment cool. Il y a 5 modules optionnels, donc c'est vrai que avant d'en faire le tour, ouais, il y a pas mal de parties, je pense. Son numéro 4, c'est Everdell. Everdell, il a beaucoup fait parler de lui aussi. Donc sorti en 2018. 8.1 sur 10, 2,80 de complexité. Donc lui, c'est un jeu ouais, c'est de la pose d'ouvrier, gestion de cartes. Moi, j'ai pas joué encore à celui-là. J'aimerais bien essayer. Il a eu le vent en poupe à un moment donné. Tout le monde en parlait. Alors, il nous a mis. J'adore le matériel. Le solo comme le multi est chouette. Très posé comme jeu. Mon premier jeu de pose d'ouvrier. Alors, c'est vrai que le matériel, il avait l'air assez sublime. Et certains ils disent que justement, c'est par son matériel qu'il s'est fait beaucoup connaître. Avant même ses mécanismes de jeu. Donc, ouais, celui-là aussi à tester. À tester un jour. Je suis chaud. Marvel Champions pour son 3e choix. Le jeu de cartes 2019. Donc celui-là, ouais, pareil, de 8.2 sur 10. Donc on reste sur des jeux très très bien notés. 2,90 en complexité. Donc ça c'est un JCE. Donc c'est un des... Après le Seigneur des Anneaux et Horror Arkham, c'est le 3e JCE de... Non, ils avaient fait aussi Star Wars, il me semble. C'est le JCE de FFG. Et là, du coup, ouais, c'est sur Marvel. Donc pour les amateurs de comics, tout ça, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Moi, celui-là, heureusement, j'ai pas mis le nez là-dedans, parce qu'au niveau financier, c'est assez compliqué de suivre tout. Mais il y a beaucoup d'extensions, il y a beaucoup de cartes, le jeu a une certaine richesse, tout ça, beaucoup de rejouabilité, du coup, avec de nouveaux boss à chaque fois, de nouveaux personnages. Ils ont rajouté des systèmes de campagne, c'est très complet, hein. C'est vrai que... Après, ce qui est dur, c'est de devoir stocker toutes les cartes et de suivre toutes les extensions, quoi. Pour les collectionneurs, c'est dur, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Mon premier JCE, uniquement en solo. Pas fan du multi. Bonne difficulté, personnaliser son deck, beaucoup de héros. Donc c'est vrai que le deck est assez modulable. Moi j'avais joué juste quelques parties comme ça. C'était vraiment sympa. Donc pourquoi pas. En numéro 2, il a mis l'ordre de Veyel, chapitre 2. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis sur le jeu? Ah oui, ils l'ont mis. Il y a une fiche. Donc celui-là, c'est un Kickstarter, c'est récent, ça, 2022. 8 sur 10, mais il n'y a pas beaucoup de notes. Il y a une seule note, donc 3 sur 5. Donc ça, c'est la suite du volume 1. Donc celui-là, il prolonge par contre l'expérience en version narrative cette fois. Il y a beaucoup plus d'histoire. Parce que le premier VL, c'était une espèce de dungeon crawler. On enchaînait des combats, on enchaînait pardon, des explorations de donjons et des combats. Et celui-là, il y a plus de narration. Alors il a mis j'adore le 1, mais il manque l'aspect tactique des combats. Là, il y est. Un système de campagne à choix, style le livre dont vous êtes le héros. Énorme choix de héros, de build et de composition d'équipe. Règles ajustables. Jouer le méchant en tant que MJ. RPG lancer 2D. Beaucoup, trop, entre parenthèses, de stuff différent. Ah, c'est bizarre, il l'a mis en point négatif. Ouais. Voilà, moi je trouve que c'est bien. S'il y a beaucoup d'équipements différents, ça fait de la rejouabilité, c'est toujours bien. Donc moi j'ai pas joué au chapitre 2, j'ai beaucoup joué au 1. Alors moi j'aime bien, mais voilà, je vais pas aller l'acheter parce que je sais pas, la DA est pas mal, mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Les combats contre les boss, notamment, j'avais pas trop aimé. On lançait beaucoup de dés et tout, c'est une critique de toute façon, qui revient souvent. J'avais ressenti la même chose. C'était assez longué, je sais pas, je m'amuse pas en fait. Mais bon, à l'occasion, pourquoi pas, hein, une petite partie de temps en temps. Et par contre, le chapitre 2, ouais, il faudrait que j'essaye pour voir s'ils ont relevé un peu le truc. Son premier, ce sera Pathfinder, jeu de cartes. Alors, attendez, si je l'écris mal. Pathfinder, Adventure Game, voilà, il me semble que c'est celui-là, le jeu de base. C'est vrai que celui-là, il nous en parle beaucoup sur le Discord. Il a l'air sympa, hein. Donc, sorti en 2013, donc un peu plus ancien quand même, hein.
Ben, ça fera bientôt 10 ans. Hein. 7.2 sur 10. 2,71 de complexité. Pathfinder, qu'est-ce qu'il nous dit dessus? Ce jeu reprend tout ce que je cherche. Aventure, RPG, gestion de deck, choix de classe des héros, évolution lente des héros avec longue campagne. 50 heures, complètement rejouable. Immersif, léger, avec le texte d'ambiance. Sur chaque carte, lieu, aventure. Plein de lancers de dés. Donc c'est vrai que ça c'est un jeu que je garde dans un coin de la tête. Et peut-être qu'un jour je l'achèterai parce qu'il avait l'air vachement sympa. Donc on enchaîne avec sa déception ludique pour le coup. Alors attendez, juste si j'arrive à cliquer au bon endroit. Déception ludique. Harry Potter, les escaliers de Poudlard. Je connais pas ça. Il nous a dit bien pour jouer avec les enfants, matos pas ouf, gameplay bidon, labyrinthe à thème Harry Potter. Et surtout les cartes surpuissantes que l'on vous donne dans le paquet pioche. D'accord. Bah, celui-là je connais pas du tout, donc je vais pas pouvoir m'étaler dessus. Son meilleur jeu publié en 2022, c'est l'Ordre de Veyel numéro 2. Sa plus grosse dépense ludique, Malia. D'ailleurs, il faudrait une vidéo dédiée à ceux pour dire ce que j'en pense. Mais en gros, livre dont vous êtes le héros, choix des classes, longue campagne, côté RPG, lancer de dés, prise de décision, combat tactique, exploration, infiltration même, environnement évolutif et version. Pourquoi j'ai pas la fin? J'arrive pas à voir la... Ah si. Version du temps qui passe. D'accord. Et des intempéries. Ah oui, il a vraiment accroché au jeu, il a mis un cœur. Oui, bah en fait, on voit qu'avec Malia, en fait, lui, il est vraiment dans les RPG, il aime l'aventure, il aime les campagnes, il aime les dés, les combats tactiques, tout ça. C'est vrai que moi aussi, c'est des thèmes qui me parlent beaucoup. Donc, on a un point commun sur ça. Ouais, Malia, il faudra que je vois. J'ai pas pledgé, mais à voir. Faut garder ça aussi dans un coin de sa tête. Ouais, à la sortie, je vérifierai sur Ocaseo. J'en trouverai forcément un. Si le jeu est bien noté et qu'il est sympa, bien sûr, je regarderai ça. Son jeu le plus joué en 2022, Descent version 2. J'ai fait une campagne complète sur TTS avec un ami. Ok. Bah, Descent, toi, c'est assez connu. Hein. C'est édité par FFG, ça aussi. Descent. Alors, le 2. Non, le Voyage dans les ténèbres, ça c'est le dernier qui est sorti, non, il me semble. Non, c'est celui-là. Seconde édition. Descent. Voyage dans les ténèbres. Ah oui, parce que là, il y a le 3, là. C'est le dernier qui est sorti, c'est le 3. Celui avec l'énorme boîte et l'application. Descent version de 2012. 7.6 sur 10. Ça, c'est un jeu coop, pareil, exploration de donjons, combat tactique, tout ça. Jeu de figurines. En événement ludique, aucun. Ne plus faire quoi que ce soit avec les enfants en bas âge. Ah, là, ça sent l'expérience traumatisante. Ah ouais, bah ouais, en effet, avec les enfants, ça peut être compliqué. Donc, ben voilà pour E4. Donc, pas mal de jeux, pas mal de choix différents, c'est pas mal. On va passer à la suite. On continue le top. Cette fois, on passe à N-Bloody. N-Bloody, lui aussi, on le voit beaucoup sur le Discord. Hein. Donc, nombre de jeux, 68. Juste jeu de base, il précise. 170 en comptant la moindre boîte. Donc, en fait, ouais, il y a pas mal d'extensions. Hein. Il doit être fan d'extensions. Fréquence de jeu élevée. 230 parties. Ou sessions de jeu, ça dépend, c'est rentré à la louche. Sur l'année environ, plus 600 sur BGA. Donc là, on a un joueur assez prolifique. Et son style de prédilection, c'est les gros jeux qu'on dit experts. Ok, donc c'est au sens large. Donc lui, en 5e, il a mis Bullet. Bullet, en fait, c'est Bullet Cœur. C'est celui-là. Parce qu'après, il y a Bullet Étoile et il y a aussi Bullet Orange. Donc celui-là, il a l'air bien, celui-là de jeu. Franchement, ça, c'est vraiment un jeu qui est sur ma wishlist depuis un moment. Sorti en 2021, 7.7 sur 10 et 2,12 de complexité. Donc c'est un jeu, en fait, ça simule un peu les shoot'em up, où on se reçoit des tonnes de balles, on doit tout esquiver et renvoyer les balles sur l'adversaire. Donc ça simule un peu ce truc-là.
avec des graphismes un peu manga. Et il y a pas mal de modes de jeu là aussi. On peut jouer en temps réel, en versus, en coop, en solo. Et ça, il a l'air super. Il a été localisé par Matago celui-là récemment. Alors, il nous a dit, grosse découverte de cette fin d'année, excellent en solo et à plusieurs. Jeu de puzzle au rythme effréné, gérer les balles qui arrivent tout en créant des motifs pour les détruire avant de perdre des PV, donc points de vie, et de les envoyer vers vos adversaires. Ouais, donc c'est ça, il faut résoudre en fait ce qu'ils appellent dans le jeu des patterns pour pouvoir renvoyer les balles chez l'adversaire. Donc il y a une espèce de jeu de ping-pong comme ça qui s'organise et ça avait l'air assez fun. Donc celui-là, ouais, vraiment, ça c'est un jeu que j'aurai tôt ou tard, de toute façon. Son numéro 4. Cloud Spire, ah bah là aussi, c'est vrai que ça c'est un jeu que je guette du coin de l'œil. Ce qui me freine un peu, c'est un peu le prix. Il est très onéreux. Ça c'est un jeu qui est qu'en anglais. Bon, ça c'est pas forcément un souci. D'autant plus qu'il y a des traductions qui sont des traductions fan-made disponibles. Mais c'est vrai, un jeu d'une grande richesse, avec beaucoup de matériel. Donc celui-là sorti en 2019, 8.2 sur 10, 4.34 de complexité. Donc là ça commence à piquer. Et ça, celui-là est très 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 connu comme jeu. C'est mince ceux qui ont fait les Tomani Bones, tout ça là. Ah, j'ai plus le nom de la société. Chip Theory Games. Ouais oui, forcément. Bah ouais, j'ai eu un petit trou. Et donc il nous dit jeu de tower defense, proche d'un League of Legends dans son gameplay, campagne solo, bon jeu de 1 contre 1. Et matériel magnifique. Donc c'est vrai que ça c'est un jeu que, pareil, j'essaierai de l'obtenir un jour parce que il a vraiment l'air super. Son top 3 de cette année, Spirit Island. Spirit Island, j'en avais parlé lors des top solo. C'est un jeu incroyable, hein. Sorti en 2017, 8.4 en notation, pardon, 4.06 de complexité. Donc c'est le jeu d'Eric Reus. Donc il a fait que ce jeu-là, mais par contre, il a prévu d'en faire beaucoup d'extensions. Donc le jeu n'est pas du tout terminé. Il est déjà bien complexe. Et là dernièrement, il y a eu un KS là, avec encore une nouvelle extension. Et le jeu a encore de l'avenir, hein. C'est vrai que on le retrouve forcément dans les tops, beaucoup dans les tops solo. Et dans certains top multi, quand on cherche du gros jeu complexe coopératif, c'est vrai qu'on n'en a pas énormément de jeux complexes en coop. Donc celui-là, il s'impose directement, hein. Très très bon ça. Donc lui, il nous dit un coop, défense de territoire et de deck building. Ah lui, il met ça en deck building, c'est bizarre. Moi, je maîtrise plus ça en gestion de main et bon, peu importe. Et de deck building très compliqué, mais jouer des esprits qui veulent virer des colons, c'est kiffant. Voilà, ça j'en parlais hier justement. C'est en fait le créateur, il a voulu faire un jeu qui va un peu à contre-courant. C'est-à-dire dans les jeux sortis avant celui-là, et la majorité du temps, on joue souvent les colons. Donc on arrive sur un territoire, on le colonise, on pille les ressources, on saccage tout, etc. Dans celui-là, il a dit, je vais faire l'inverse. Les colons vont venir sur notre île. Nous, on est des gentils autochtones esprits. On est tranquille sur notre île, on est peinard, et on vient se faire emmerder. Il va falloir se défendre. Donc j'aime bien le parti pris. Et c'est vrai que moi je le porte dans mon cœur, celui-là. Il faudrait que je le ressorte. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pu jouer, mais super jeu. Alors en numéro 2, il a mis Ion's End. Ah, là c'est pareil, hein, je vais me répéter, celui-là il a été aussi dans mon top solo, c'est mon jeu favori de tous les temps. J'ai passé énormément de temps, hein. Donc lui il nous dit quoi? Un excellent coop deck building, avec une pléthore de contenu quand on possède l'ensemble des 6 vagues existantes. Bah oui, alors en effet, une fois qu'on a tout le matériel, c'est énorme, c'est prodigieux. Avec le système de campagne, c'est super. Il y a tellement de boss, tellement de mages et de cartes de marché que la rejouabilité, elle est énorme. Et le gameplay, pour moi, c'est top, quoi. C'est pour les amateurs du deck building, exigeant. Par contre, là, c'est pas du deck building abordable à la Star Realm, tout ça. Là, c'est d'un cran au-dessus quand même. Il va falloir vraiment bien gérer son deck, acheter peu de cartes, détruire ses cartes pourries. Voilà, il y a pas mal de trucs à gérer. Lui, il est sorti en 2016. Ouais, 8 sur 10. Et 2,80 de complexité. Ouais, ça c'est... moi je m'en lasse pas, hein. Là j'attends ma vague 7 pour pouvoir le ressortir, mais c'est incroyable, hein. Son top 1 joué cette année, c'est pareil, c'est aussi un jeu de mon top. En fait, on a quasiment les mêmes goûts, hein. Mage Knight Ultimate Edition. Sorti en 2018, 8.9 sur 10, 4,64 de complexité.
Et lui, il nous dit que c'est l'un des meilleurs land crawling, tout simplement. Un kiff en solo. Bah oui, bah là c'est pareil, hein, je vais pas m'étaler plus que ça, parce on en a déjà beaucoup parlé dans les top solo communautaires. Bah, c'est un jeu, c'est incroyable. Franchement, là, c'est fabuleux, hein. Il y a tout, gestion de cartes, il y a un peu de deck building, il faut s'adapter, faut s'adapter à chaque fois, quoi, à chaque main. Il faut prévoir ses attaques. Ouais, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de cartes, beaucoup de matériel quand on prend cette boîte-là d'Ultimate Edition. Donc c'est vraiment un super jeu. Donc là, un super top Bloody. Je valide totalement. Ça pourrait très bien être mon top, par exemple. Après, en déception ludique, il a mis Mysterium. Mysterium, ça j'avais joué aussi, c'est un jeu d'enquête, ça. Un jeu d'enquête où il faut retrouver l'assassin, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. 7, sorti en 2015, 7.3. Ouais, c'est abordable, c'est plus famille, ça, hein. Lui, il l'a mis en déception. Juste, je m'ennuie trop sur celui-là. Je pourrais ajouter Time Bomb. Trop vide. Bah ouais, ça, c'est des jeux famille. C'est vrai que quand on passe d'un Mage Knight ou d'un Cloud Spire à Mysterium, bah, il y a un fossé, il y a un énorme fossé entre les deux, hein. Je pense que c'est tout simplement pas son style de jeu. Moi non plus, Mysterium, ça, j'ai joué 2-3 fois. Bon, voilà quoi. C'est pas mon style. Meilleur jeu publié en 2022. Gloomhaven, les mâchoires du lion. Pas dans le top 5, car j'avais déjà joué au grand frère et que je n'avais pas séparé le duo. Mais Bullet est pas loin. D'accord, donc celui-là, ouais, aurait très bien pu être dans son top 5. Plus grosse dépense. Zeriwiya. Kickstarter all-in qui me coûte 400-450 euros. Ah oui, là ça commence à être balèze là. Zeriwiya, j'ai vaguement entendu parler, je me suis pas penché dessus. Bah, de toute façon, il y a tellement de jeux à checker que c'est compliqué, mais bon. Non, limite, j'ai plus entendu parler de Malia. Et Zeriwiya, ouais. Je crois que c'est un Landcrawler celui-là aussi. Son jeu le plus joué, Gloomhaven. 138 heures, 45, c'est précis. Environ, d'après MyLudo sur la licence. Ok, ouais, c'est. Je crois que c'est son jeu préféré, de toute façon, hein. Événement ludique, vivement. Ah, il a fait, pardon, Paris est ludique. Et en commentaire, il a marqué vivement Cannes 2023. Ok. Bah ouais, très bon top. Bloody, pardon. Et 4, on a déjà fini. On va passer à la suite avec Circo Elric. Circo Elric. Donc, Circo Elric, il a 30 jeux. Donc c'est pas mal. C'est à peu près ce que j'ai moi aussi, 30-35. Sans compter les familles, tout ça. Fréquence de jeu, au moins 2-3 parties par semaine. Style de prédilection, deck building, coop, aventure. Ah bah là aussi, on va retrouver certainement des jeux qui m'intéressent. C'est moi, c'est mes genres aussi, hein. Alors, en numéro 5, il a mis Gloomhaven. Alors, Gloomhaven, pareil, on va pas s'étaler énormément, hein. Tout le monde le connaît. Ça doit être encore le top 1 BGG, hein, de toute façon. Top 1 overall, voilà. 8.7 sur 10. Complexité 3,89. Par Isaac Childress. Là, en ce moment, il y a Frosthaven là, qui est en train de débarquer, là, le KS. Donc peut-être qu'il va se pencher dessus. Alors lui sur Gloomhaven, il nous dit j'ai le jeu sur Steam. Et plus j'y joue, plus je me dis qu'il me faut la version physique. Il est juste exceptionnel et malgré tout le reproche que je pourrais lui faire, c'est la redondance des scénarios qui n'exploite pas la richesse du monde. Car on sent que tout a été pensé et réfléchi. À travers les événements de route et de ville, on sent un monde vivant qui n'est pas forcément retranscrit dans les scénarios aventures. C'est vrai que les scénarios, c'est l'un des reproches du jeu, c'est que à chaque fois c'est des donjons, on rentre, on tape et on ressort quoi. Et, ouais, il y a pas beaucoup de narration et tout. Après voilà, c'est le choix de l'auteur. Bon, c'est vrai qu'un jeu de cette taille me fait un peu peur parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est engagé là-dedans, il faut un peu passer de temps dessus. Son numéro 4, Ion Sand. Bon, bah, on va pas s'étaler davantage, hein, voilà. Lui, il a mis le système du marché de préparer son deck au fur et à mesure de la partie, très stratégique, surtout avec le choix aléatoire du marché. Ah oui, là, je suis totalement d'accord. Si on joue à Ion Sand, si on veut vraiment jouer, on joue en aléatoire. Parce que comme ça, on s'adapte avec le marché qu'on aura, on s'adapte à la situation. Donc si on a des cartes entre guillemets de merde ou des bonnes cartes, eh ben, tant mieux ou tant pis. Mais avec normalement, il y a très peu de parties où en voyant les cartes, on se dit, bah là c'est fichu. Il y a toujours un truc à faire. Voilà quoi. Il y a peu de parties où c'est vraiment fichu à 100%. Et justement, c'est là que c'est bon, c'est de devoir s'adapter, devoir bricoler une stratégie avec avec les choix imposés. Parce que de choisir ces cartes, ça va réduire la difficulté. Ça, il faut le savoir. C'est indéniable. Parce
que du coup, on peut prendre les cartes spécifiques pour contrer les Némésis. Si Némésis tape beaucoup Gravold, ben on prend des cartes qui soignent Gravold et des mages qui soignent Gravold. Et en fait, on annule complètement la difficulté de la Némésis. En top 3, il nous a mis Marvel Champion. Donc là, pareil, on l'a déjà vu sur le top de E4. Marvel Champion. J'adore ce jeu de deck building. Essayez de faire le meilleur deck pour affronter toutes sortes de super vilains. La difficulté est totalement ajustable, malgré certains déséquilibres. Mon premier JCE et c'est l'éclate. Alors c'est pareil, il met Marvel Champion en tant que deck building et Iron Sen. En fait, il y a une nuance subtile entre les deux. Marvel Champion, on crée son deck avant la partie. Donc la phase de préparation de deck se fait en amont. Dans Iron Sen, c'est un deck building où on fait son deck en jouant. Comme Iron Sen, comme Starilm, comme Clank, etc. Donc Marvel Champion, ce sera plus un peu comme Magic, tout ça. On prépare son deck avant la partie. Ou Seigneur des Anneaux, ou Arkham JCE. C'est un peu pareil. Son numéro 2, à celui-là, on l'a pas vu encore. Tinted Grail. Tinted Grail. C'est celui-là. Hop, sorti en 2019. 8.2 sur 10, 3.32 de complexité. Donc celui-là, bah, c'est gros jeu narratif. Celui-là, hyper connu. Hein. C'est Awoken Realms. Donc, moi, j'y ai pas joué à celui-là. Il faudrait que j'essaye. Après, les gens, ils reprochent... il y a pas mal de reproches sur les menhirs. Sur la gestion des ressources avec les menhirs, c'était assez pénible, tout ça. Mais ben, j'aimerais bien essayer quand même. Lui, il nous dit, l'immersion dans l'histoire, malgré ces moments de frustration, à chaque partie, j'ai eu l'envie d'en savoir plus sur l'histoire et le monde. L'équilibre du jeu est quand même à revoir. Ouais, le narratif, il a toujours été bien réputé, d'après tout ce que j'ai vu et lu. Donc c'est vrai que ça serait intéressant de tester ça. Son premier, là aussi on l'a pas encore vu, et c'est encore un Chip Theory Games, c'est Too Many Bones. Too Many Bones qui a été récemment localisé en français par Lucky Duck Game, il me semble. Donc c'est un jeu de 2017, 8.4 sur 10, 3.85 de complexité. Donc là c'est un jeu de gestion de dés, un peu aventure. Enfin, comment ils appellent ça? Dice building en fait. On gère notre personnage avec les dés. Alors, il nous en dit quoi de beau? Juste avec le matériel, tu prends plaisir à jouer. J'adore le concept et la rejouabilité est énorme. Sur toutes mes parties, plus d'une vingtaine, j'ai dû tomber 2-3 fois sur la même journée. Bah ouais, ça c'est un jeu, bah, de toute façon il est vachement connu, il est beaucoup dans les tops solo. Pareil, on l'avait abordé dans les tops communautaires. Ça c'est un jeu pareil, il faudra que soit je l'achète, soit que je l'essaye, mais obligatoirement, je pense que dans la vie d'un joueur solo, il faut qu'il passe au moins une fois par Too Many Bones. Je pense que ça m'a l'air d'être un sacré jeu. On va voir ensuite pour sa déception ludique. Déception ludique. Attendez, je suis allé un peu trop vite. Alors, déception ludique. Spirit of Eden. Ça, je crois que c'est le jeu de Youssef Fari, ça. Spirit of Eden. J'aurais pu écrire. 2022. Alors, 7.5 sur 10. Ouais, c'est ça, Youssef Fari. Ça, c'est un petit jeu solo. Alors, il nous dit quoi? Le jeu avait l'air très tactique et pourtant, après une dizaine de parties, je le trouve trop aléatoire. Et parfois, on subit sans rien pouvoir faire, alors que ce n'est pas l'image que reflète le jeu, contrairement à The Road, donc du même auteur, que je préfère largement. Ok. Moi, j'ai pas testé celui-là, mais bon, il m'attire pas spécialement. C'est assez minimaliste, c'est un jeu avec quelques cartes, quelques pions, mais je sais pas. Moi, ça me parle pas. Là, c'est clairement inspiré de Spirit Island, pardon, parce que, bah pareil, il y a des envahisseurs qui viennent envahir un territoire, il faut les repousser, il faut les attirer avec nos cartes ou nos dés. Enfin, j'avais regardé vaguement, mais non, moi je passe mon tour personnellement. Meilleur jeu publié en 2022, Too Many Bones. Plus grosse dépense, Too Many Bones ou Tinted Grail. Son jeu le plus joué, Tinted Grail. J'ai fini la campagne en solo avec 2 persos différents, qu'il a vraiment bien aimé. Ensuite, pas d'événement ludique. Et il nous met en petit rajout, dur d'en mettre que 5. Dans le top, du coup, dans le top 5, ouais. J'aurais aimé en rajouter, mais je suis resté sur les jeux joués et découverts en 2022. Voilà. C'est bien, il a respecté la consigne. Bah, c'est vrai que ouais, un top, c'est toujours faire des choix et renoncer à certains autres jeux. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut vraiment trier et mettre vraiment les jeux qui nous ont marqué le plus, quoi. Voilà, prochain joueur. Prochain joueur, c'est
Pierre-Yves. Pierre-Yves, il avait participé au top communautaire solo. Il est très actif aussi sur le Discord. Alors Pierre-Yves, il a 35 jeux. Donc une bibliothèque assez contenue. Je sais qu'il est assez exigeant sur les choix de jeux, tout ça. Fréquence de jeu 2 à 4 fois par semaine. Style de prédilection, le narratif aventure. Donc, en top 5, il nous a mis top 5 joué en 2022. En numéro 5, This War of Mine. This War of Mine. Donc ça, il nous en avait bien parlé dans son top. Et lui, il l'avait mis en premier, il me semble. Ça, je crois que c'était son jeu favori. Donc 2017, 7,8 sur 10, 3,29 de complexité. Donc ça, c'est un jeu de survie. Ça, c'est tiré du jeu vidéo. Et ouais, c'est assez difficile comme jeu, de par le thème, de par même les mécaniques, tout ça. C'est vrai que c'est un jeu qui pardonne pas. Celui-là, pareil, il faudrait que j'essaye un jour. J'avais failli l'acheter à un moment donné, mais finalement, j'étais passé à autre chose et à tester. Et celui-là, alors, il nous en dit quoi? Immersif, tendu, vivre quelque chose, adapter sa stratégie. Donc c'est vrai, ouais, l'immersion et le thème est très très bien rendu, de ce que j'en ai lu. Et ça serait à tester. Son numéro 4, c'est Gloomhaven. Donc, Gloomhaven, on l'a déjà vu tout à l'heure. Aventure, réflexion tactique, découverte. Loot, lieu et monstre. Donc, Gloomhaven, on va pas s'étendre davantage. Hein. Il est très très cité dans les top solos. On en entend toujours parler. Hein. Son numéro 3. Ah, celui-là, on l'a pas encore vu. Horror Arkham. Jeu de cartes. Il est là. Arkham Horror. Arkham Horror, bah, celui-là, c'est un JCE. Hein, et pareil, il est souvent cité dans les tops, il va beaucoup revenir, hein. 2016, 8.1 sur 10, 3,51 de complexité. Donc celui-là, il est toujours d'actualité, hein. Il y a encore des extensions qui sortent, des nouvelles campagnes, des nouveaux investigateurs. Celui-là, c'est vrai qu'une fois qu'on a toute la collection, c'est assez incroyable le nombre de cartes et de possibilités de jeu, c'est infini. Hein. Lui, il nous dit que c'est immersif, aventure, des parties tendues. Donc à chaque fois, on voit que ouais, lui, il aime bien les univers forts. On le voit avec This War of Mine et ce Arkham-là, c'est vrai que c'est très prenant comme univers. Son numéro 2, celui-là on l'a pas vu encore, c'est Ark Nova. Bon, Ark Nova, c'est le carton, je pense, de 2022, c'est directement top 4 BGG, c'est incroyable. 2021, ah eux ils le mettent, ah oui, parce que les Américains l'ont eu en 2021, mais nous on l'a reçu en 2022 en France. 8.6 sur 10, 3,71 de difficulté. Moi j'ai fait une partie... Perso, j'ai pas aimé. Bon, après, voilà. Hein. C'est un jeu un peu engine building, gestion aussi de son plateau avec les tuiles. Et je sais pas, moi. Bah, après, c'est peut-être le thème, peut-être la gestion, je sais pas. Il y a un truc ça m'a pas accroché. Alors lui, il nous a dit top à 2 joueurs, partie toujours différente. Madame aime bien le jeu. Donc pour lui, c'est une place méritée en tout cas. Son premier. Il était aussi dans son top solo, c'est Final Girl. Donc en fait, son top 5, son top solo, finalement, c'est les jeux qu'il a joués en 2022 pour la plupart. Donc Final Girl, celui-là, c'est la réimplémentation de Hostage Negotiator. Donc celui-là est sorti en 2021 à 8.4 sur 10, une complexité moyenne de 2,45. Donc celui-là, ouais, ça reprend les mécanismes de négociateur prise d'otage avec de la gestion de dés, gestion de cartes. Et là, en fait, on joue l'héroïne des films d'horreur, la dernière héroïne finalement, la dernière survivante qui va devoir combattre le méchant du film. Et bah, il en avait fait une vidéo. Hein. Si vous voulez aller voir ça, il avait fait une vidéo de celui-là. Donc vous pouvez toujours aller vérifier. Alors lui, il nous en dit thème horreur, compact, énorme rejouabilité, et les tueurs sont tous différents. Voilà ses arguments pour Final Girl. Ensuite, on continue avec sa déception ludique. Alors, il a mis Spirit Island. Oula, attention là. On touche à un de mes bébés là, attention. Trop abstrait, petit pion plastique, pas immersif, pas accroché. Alors, les petits pions plastiques, je lui avais expliqué, on en a discuté récemment, là, je lui avais expliqué, les petits pions plastiques, c'est un choix de l'auteur justement. C'est-à-dire que pour les habitants de l'île, les autochtones, les Dahans, il a fait le choix de mettre des petits pions en bois. Donc le bois matériau naturel. Et pour les envahisseurs qui sont superficiels et qui nous envahissent tout ça, il a mis du plastique. Donc ça c'est un choix réfléchi. Trop abstrait, ouais.
Après, c'est un univers fantastique, pas immersif. Ouais, bah après il a marqué, il a pas accroché. Donc c'est vrai, comme on dit, on peut pas aimer tous les jeux, donc c'est pas grave, hein. Meilleur jeu publié en 2022, Flamecraft. Simple et plaisant. Madame adore. Matos de luxe de qualité et fédérateur. Celui-là, c'est vrai il a eu bonne presse. C'est un jeu, on va regarder la fiche. C'est un jeu sorti cette année. Je crois que c'était un KS, celui-là aussi. Flamecraft 2022, 7.6, 2.19 de difficulté. On peut y jouer de 1 à 5. Ouais, c'est un jeu tout mignon avec des petits dragons et tout. Ça, pareil, il faudrait que j'essaye pour jouer en famille, ça peut être bien. Sa plus grosse dépense, c'est Final Girl All-In. Son jeu le plus joué, Apex, Théropode, avec les défis. Ah oui, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur le groupe Discord avec les défis Apex, à se renvoyer la balle avec les différents dinosaures, tout ça, c'était super. Et pas d'événement ludique par contre. Donc voilà pour le profil de Pierre-Yves. Donc on va poursuivre avec Mibu Kenkai. Ah, attendez, non, là aussi je viens de voir ça, on a un commentaire de Monsieur Ludiquement Solo. Participation au top communautaire pour partager, c'est un événement de malade. Ah, bien entendu. C'est quand même pas rien, hein. On passe au profil suivant. Mibu Kenkai. Alors, nombre de jeux. Ah, voilà, là je crois qu'il nous étale tous. 651. Voilà, il a plus de jeux que nous tous réunis. C'est pas mal. KS non arrivé inclus. Les extensions et jeux et J de rôle aussi. Ah d'accord, il a dû inclure les extensions, tout ça. D'accord, ça doit être en nombre de boîtes. Fréquence de jeu 4 à 5 fois semaine, donc c'est pas mal. Style de prédilection, Dungeon Crawler, Draft, jeu à rôle caché. Ok. Et donc, on va regarder ses choix. Qu'est-ce qu'il nous a mis de beau? Attendez, parce que j'arrive pas à lire. Voilà. En numéro 5, Marvel Champions, qu'on a déjà évoqué. Donc je vais lire son petit paragraphe. Y a-t-il besoin de présenter un des deck building les plus équilibrés? Moins long qu'un Horror Arkham, qui est excellent aussi, ou qu'un Seigneur des Anneaux JCE, excellent lui aussi. Les affrontements sont constamment en train de nous tenir en éveil, et certains scénarios sont tout simplement divins. Ah oui, carrément. Donc voilà pour son cinquième. Pareil, on en a déjà parlé, donc on va passer au quatrième. Quatrième, Heroes of Land RNC. On va voir ça. Heroes of Land. Ah, il est là. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Sorti en 2018, 7.6 sur 10, 3.31 sur 5 de complexité. Scott Almes. Ah, Scott Almes, c'est le papa des Tiny Epic. Je savais pas qu'il avait fait ça. Je connais pas ce jeu. D'accord, c'est un jeu de conquête, ça on dirait. 2018, ok. Et qu'est-ce qu'il nous en dit? Un 4X disposant de mécanique de la double action, qui peut profiter aux autres joueurs en la suivant. À titre d'exemple, je décide de recruter des troupes, les autres joueurs peuvent décider de placer une de leurs unités sur l'action pour la suivre et ainsi la faire. Ah oui, d'accord, ça c'est comme dans Tiny Epic Galaxy. Dans Galaxy, il y avait ça aussi, on pouvait suivre. Un subtil mélange de préparation et d'anticipation. Son seul défaut vient que parfois les combats peuvent être longs et surtout hasardeux. Tellement de choses rentrent en ligne de compte qu'une armée paraissant faible peut bien cacher son jeu. D'accord. Ah, il n'y a pas de mode solo par contre dans celui-là. 2 à 4. Ah oui, c'est 2 à 4. Communauté. Ah oui, d'accord, il y a un mode solo, mais la communauté préfère y jouer de 2 à 4. D'accord, je connaissais pas celui-là. Son numéro 3, ce sera Encyclopédia. Celui-là, il est tout récent, celui-là. Donc, sorti en 2022, 7.7 sur 10, 2,92 en complexité. Ça, c'est... Ouais, celui-là, ah oui, c'est un peu un jeu, un peu un deck building. Ça ressemblait un peu à Earth, un peu dans le même genre. Alors, qu'est-ce qu'il nous en dit? Celui-ci divise les foules. Les premières mécaniques sont simples et sans nouveauté. Deux autres restent, elles aussi classiques, mais plus poussées quant à la dernière. C'est elle qui fait tant polémique, on aime ou pas. Personnellement, je la trouve en raccord avec le thème, vu qu'il faut publier en fonction de ce sur quoi on s'est focalisé en amont. Et les points pleuvent. En somme, les premières sont pour préparer ce moment de gloire et le plaisir que l'on a lorsque tous ces points tombent est grisant. D'accord. Bah, moi, j'ai pas joué à celui-là. Donc, à voir. Si j'ai l'occasion, j'y jouerai en tout cas. En numéro 2,
il a mis Descent V2. Donc, Descent V2, on l'avait déjà vu avec E4, il me semble. Donc je vais juste lire son commentaire. Un des meilleurs dungeon crawlers, à mon sens. Des mécaniques simples mais efficaces, de la symétrie de personnages. Et même l'application s'est complexifiée l'aventure. Et nous surprendre au détour d'un couloir simplement illuminé d'une torche vacillante. Ouais, moi pareil, Descent V2, pas eu l'occasion de jouer. Donc je vais lui faire confiance quand il dit que c'est un bon jeu. Et en premier, alors on l'a pas vu encore celui-là. En premier, il parle de Kill Force. Donc je pense que c'est le premier, hein, l'ombre de Kill Force, pour nous les Français. Sorti en 2017, 7.6, 3.11 de complexité. Moi celui-là je l'ai revendu, j'avais fait quelques parties, mais j'avais pas assez accroché en fait pour le garder. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous en dit? Comment dire? Des mécaniques classiques et ne s'adressant clairement pas aux allergiques du hasard. Mais une direction artistique, une DA à couper le souffle. Une DA qui permet de s'immerger dans un univers sombre et envoûtant. On a constamment envie de découvrir des choses sur ces 25 jours qui nous séparent de la victoire éclatante à la défaite misérable. Bah, c'est vrai que la DA, c'est l'une des plus belles que j'ai vues dans un jeu de société. C'est énorme, c'est fabuleux, hein. Les dessins, ils sont incroyables. C'est des œuvres d'art. Sur ça, je confirme. Ensuite, on va passer aux sections suivantes. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Déception ludique. Tiny Turbo Car. Alors ça, je connais pas. Tiny Turbo Car. Un matériel indigne d'un jeu de société. Ah ouais, carrément. La mécanique se basant sur la programmation de taquins. Ah oui, d'accord. J'en avais entendu parler. On va mettre la fiche. Tiny Turbo Car. Oui, oui, oui. Ça me parle maintenant. Maintenant qu'il parle de taquins. 6.8. Ouais, c'est faible, hein. Et 2 de complexité. Ouais, il avait eu des problèmes d'édition, ça marchait pas bien. Les taquins, ils marchaient pas bien. Donc, ben, on perdait tout l'intérêt du jeu, forcément. Parce que c'était un jeu de vitesse. Et on perdait tout cet aspect-là. Alors, ces derniers glissent mal, se coincent, et comme le premier a terminé sa programmation a des bonus, et surtout le dernier a un malus non négligeable, ceux qui veulent bien faire sont blasés. Dommage, l'idée était là, mais le matériel, 3 petits points. Le reste est correct, loin s'en faut. Mais la mécanique de jeu étant vacillante, je n'ai pris aucun plaisir. Surtout avec des enfants qui veulent absolument finir premier. Bah ouais, là, j'imagine la déception. On s'attend à un super jeu et le matériel n'est pas au rendez-vous, malheureusement. Alors, son meilleur jeu publié en 2022, bah, c'est Encyclopédia. Son coup de cœur 2022, avec les mécaniques classiques qui s'imbriquent bien, et le hasard est bloqué par la possibilité de voler les dés des autres. Ok. Sa plus grosse dépense, Chronicle of Drunagor. Donc ça, c'est un landcrawler. Non, pas landcrawler, pardon, dungeon crawler. J'entends beaucoup de ce dungeon crawler, surtout au niveau de son histoire, étant grand fan de narration. À voir. Ok. Ensuite, son jeu le plus joué, Marvel Champions. Les combats se déroulant entre 20 minutes à 1 heure. Il faut 5 minutes pour préparer le jeu. Autant dire que tout fan de Marvel s'adonnerait à cette passion. Bah ouais, il est assez fun, Marvel Champions, en effet. Événement ludique. Festival de jeux de Montpellier. Un événement sur 2 jours qui était excellent. Bonne organisation, présentation de nombreux jeux pour les plus grands comme pour les plus petits. Des initiations, des bénévoles constamment disponibles. Vivement l'année prochaine. Bah, il s'est éclaté, hein. Ah, et il nous a mis également des mentions honorables. On va regarder ça. Il a mis Challengers. Alors Challengers, ouais, ça j'en entends beaucoup parler. Pareil, il revient beaucoup dans les tops. Et celui-là, ouais, ça c'est un jeu que je risque d'acheter, celui-là, au moins pour jouer en famille. Sorti en 2022, 7.4 sur 10, 1,81 de complexité. Ouais, ça c'est vraiment abordable. C'est un jeu un peu qui reprend le système de la bataille avec des petits twists et une notion de deck building. Alors lui, il nous dit quoi? Un jeu, tout ce qu'il y a de plus jeu. D'accord? Principe simple et efficace, on affronte nos decks, on les améliore, c'est fluide, c'est joueur, jouissif de vaincre sur le fil de son adversaire. Ça râle, bref, toutes les composantes d'un bon jeu. Ouais, il a l'air vraiment marrant celui-là. En autre mention honorable, il a mis Bitoku. Bitoku, donc ça c'était un gros jeu de gestion avec les esprits, là, les esprits japonais, il me semble. Sorti en 2021, bah lui, ouais, il a fait un mini buzz, j'ai l'impression, parce que on n'entend plus trop parler maintenant. 7.9 sur 10, 372 de complexité. Qu'est-ce qu'il nous en dit? Une direction artistique sublime, servie par des mécaniques aux oignons. Peut-être trop de mécaniques. Même s'il s'adresse à des experts, il peut en rébuter certains avec les myriades de petites règles à droite et à gauche. Ah, moi j'ai vu des critiques, ouais, sur
sur les règles, et le mode solo aussi, je crois qu'il était pas incroyable. Ensuite, il nous parle de V-Sabotage, un des meilleurs jeux sur la Seconde Guerre mondiale, fluide mécanique, on ne peut plus simple, mais qui servent à 200% le plaisir de jeu. Les commandos doivent réussir leur mission dans le silence le plus absolu possible et gare aux alarmes. Et le jeu nous le fait sentir. Si les ennemis arrivent, on sent que l'on peut tenir 1 ou 2 rounds, mais guère plus, avec le flot incessant de renforts et nos armes limitées. Un très bon jeu d'infiltration, desservi par, ici aussi, une très bonne patte artistique. Desservi, je ne sais pas s'il fallait pas plutôt mettre servi, un très bon jeu d'infiltration servi par une très bonne patte. Parce que desservi, je crois que c'est négatif. Bon, bref, c'est un détail. V-Sabotage, je crois que maintenant il a été renommé V-Commando. Pour des raisons de droit, V-Commando, on va regarder. Sorti en 2016, 7.8 sur 10, donc ça reste une très bonne note. Hein. Et 2,73 de complexité. Celui-là, il a été refait avec le thème Assassin's Creed. Donc, pour les amateurs, c'est vrai qu'avec les mêmes mécaniques, tout ça. Et en dernière mention, Gloomhaven, Mâchoire du Lion. Donc celui-là, on en a déjà parlé. Hein. Donc plus besoin de le présenter, le petit frère d'un des plus gros jeux de société. Plus fluide, un poil plus simple. Il ravira les débutants dans cet univers et comblera les experts par la toujours possibilité de comboter ses cartes. Un régal. Ben, c'est vrai que ouais, il est vraiment bien noté celui-là. Donc il nous reste plus que mon top. Donc on va passer au dernier top. Et ensuite ça sera fini pour la vidéo top 2022. Allez, à tout de suite pour mon top. Donc dernière partie de la vidéo. Cette fois en face cam, comme ça va me permettre de regarder l'heure. Là je check l'heure sur mon PC et je peux voir mes notes. J'ai préparé mes jeux là aussi. Donc dernière partie du top, finalement ça sera avec mon top pour conclure la vidéo. Donc moi en nombre de jeux j'en ai entre 35-40, ça aussi selon les moments, selon les achats, les périodes de vente, tout ça. Mais j'essaie de garder une ludothèque assez contenue. Je fais pas mal de reventes, je trie aussi en amont. Donc si un jeu me plaît pas, moi il va pas rester dans la ludothèque bien longtemps. Fréquence de jeu, alors moi je joue beaucoup. Donc fréquence de jeu assez élevée, je pourrais pas dire combien de fois par semaine, mais ouais, dans la semaine c'est obligatoirement que je vais jouer, et pas mal de jeux. Mes mécanismes préférés, donc c'est le deck building forcément, parce que j'en parle tout le temps. Ça va être le draft, j'aime bien le draft aussi. J'adore Wonderful World, j'adore Paper Tales, tout ça. Et l'engine building aussi, j'aime bien. Créer son moteur avec, comme exemple, Wonderful World par exemple, j'aime bien. Donc mon top 5 joué en 2022, ben là pareil ça a été dur. Il y a certains noms que j'ai mis aussi dans le top solo, donc qui vont revenir. Et quelques nouveautés, quelques surprises, voilà. Donc top 5, hop, celui-là j'en ai fait une vidéo, G.I. Joe Deck Building. Celui-là je l'ai eu à Noël, mais j'avais déjà joué en amont sur TTS, j'ai appris à jouer à TTS. Et en fait je m'éclate, hein. En fait ça réinvente rien, c'est... Alors peut-être pas basique parce qu'il y a quand même des twists dans ce deck building là, mais ouais le thème il est sympa, il y a de la tension, les lancers de dés et tout, c'est sympa, voilà, j'aime bien les illustrations, voilà. Donc en top 5, G.I. Joe. Top 4, là, gros jeu, celui-là qui dénote un peu, Projet Gaïa. Ça dénote un peu dans ma ludothèque, parce que moi c'est vrai que j'ai beaucoup de deck building, beaucoup de jeux de cartes, beaucoup de jeux d'affrontement avec des monstres, des combats, des machins. Et celui-là, ben, il n'y a pas de combat, c'est un combat économique en fait. Combat économique, gestion de ressources. Alors j'en ai parlé dans mon top solo. Il est incroyable, et pareil, il faudrait que j'y joue plus, parce que celui-là je l'avais eu en début d'année, et j'avais beaucoup joué. J'avais fait une bonne vingtaine de parties, mais il faut que je continue, hein. Il y a encore beaucoup de richesse dans le jeu, il y a beaucoup à approfondir. Donc Projet Gaïa, ouais, bah, c'est un top jeu, de toute façon il est sur BGG dans le top, c'est une valeur sûre. Après en top 3, alors, top 3, je ne l'ai pas fait encore en vidéo, ça ne saurait tarder, c'est Venom Assault. Donc là c'est aussi du deck building, coopératif, et c'est aussi sur le thème G.I. Joe, sauf que là ils n'ont pas la licence en fait, donc ils ont contourné un peu le truc, avec des persos qui ressemblent, là c'est le Cobra, le grand méchant, tout ça. Et celui-là, il faut que je vous le montre aussi, parce qu'il est assez top. Je m'éclate dessus. Et pareil, j'ai des extensions et tout. Moi, celui-là, c'est aussi mon jeu le plus cher en 2022. J'ai galéré à le trouver.
J'ai acheté une partie sur eBay, une partie sur Amazon pour trouver les extensions et tout. Bon, une galère. Ouais, moi j'aime bien me faire du mal. En top 2, ben ça c'est grâce ou à cause de Ludiquement Solo, parce que c'est lui qui m'en a parlé. C'est Ascension Tactics. Donc là, je me suis régalé avec ce jeu-là. J'en ai enchaîné beaucoup de parties. Donc ça c'est le top. C'est vraiment un super croisement entre un espèce d'échiquier moderne et du deck building classique. Deck building à rivière. Donc à la Starine, tout ça. De toute façon, c'est Ascension qui l'a popularisé cette façon de jouer au deck building, c'est Ascension. Avant Starine, tout ça, qui l'a popularisé. Et qu'est-ce que j'avais marqué? Ouais, l'IA, elle est vraiment bien. C'est assez simple à jouer. Et tout en étant assez profond. Et pas mal de modes de jeu, campagne rejouable, pas mal de matos. Moi, en plus, je l'ai eu à un bon prix. Bon, certes, la boîte est abîmée, c'est un détail. Moi, je joue pas avec la boîte. Et il nous reste plus que le top 1. Obligatoire, Under Falling Skies. Ah, moi, ce jeu, c'est incroyable. Pour 30 €, une boîte avec autant de matériel, autant de rejouabilité, autant de complexité, si on joue en niveau dur. Pour moi, c'est incroyable. Celui-là, il est dans le top. Il est dans mon top 5 aussi, top solo. C'est énorme. Il est facilement transportable, du coup, de par sa petite taille. Et je m'amuse à chaque fois, quoi. Il y a de la gestion de dés, mais les dés, on peut les moduler. Il y a de la difficulté, de la tension, il faut prévoir ses actions, il faut s'adapter au hasard aussi parfois. Des fois, on tombe sur un mauvais tirage. Voilà, pour moi, c'est top 1, en tout cas de 2022. J'ai adoré. Après, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, déception ludique. Alors, j'avais mis un jeu au départ. J'avais mis Donjons et Alliance. Donjons et Alliance que j'avais acheté en janvier 2022, du coup. Après avoir vu la vidéo de Ludiquement Solo. Et ouais, pareil, gros jeu, pas mal de matos, c'était sympa, mais je sais pas, j'avais marqué matériel pléthorique, pas mal de modes de jeu, mais trop lourd à sortir, trop de petites règles qui alourdissent le tout. Et le jeu, on voyait qu'il avait été taillé pour le multi. Et moi, comme je joue beaucoup en solo, pour le multi compétitif, parce qu'il y avait aussi, on pouvait aussi jouer en coop, il me semble. Mais ouais, celui-là, il n'est pas resté à la maison, du coup, après, je m'en suis débarrassé. Mais en fait, c'est pas celui-là que j'ai mis en déception ludique, j'ai mis Imperium Classics. Donc le premier Imperium. Mise en place trop longue, pas assez de cartes dans le marché. Donc ça aussi, c'est un deck building avec un twist. On retrouve les mêmes à chaque partie. L'automa est un peu long à manipuler, manque de fluidité dans son contrôle. Rien à voir avec Wingspan ou Projet Gaia. Parce que là, Projet Gaia ou Wingspan, c'est des exemples, c'est des modèles d'automa. C'est fluide, c'est simple et compétitif en même temps. Donc c'est le top pour moi. Et 2 secondes à les contrôler. 2 secondes, on tourne 2 cartes, hop, et voilà, on sait ce qu'il y a à faire. Trop d'erreurs de règles, errata, version, carton rouge. Voilà, moi c'est rédhibitoire. Et c'était sympa, mais ouais, après bon, j'ai mis ça en déception. C'est pas un mauvais jeu, mais en solo, je sais pas, j'avais enchaîné les parties. Pareil, c'était en janvier de l'année dernière. Et non, bref, j'avais joué qu'à celui-là. J'avais aussi eu la deuxième boîte, je crois que c'était Légende. Et j'avais pas essayé. Meilleur jeu publié en 2022, Ascension Tactics. D'ailleurs, j'attends le nouveau KS, qui commence à se faire attendre. Ça devait être pour octobre 2022, ben, il n'y a toujours rien à l'heure actuelle. Donc ça commence à être long, hein. Parce que ça, j'achète direct, ça sera un standalone. Extension standalone. Plus grosse dépense, Venom Assault, comme je vous ai déjà dit. Jeu le plus joué, Under Falling Skies. Alors, jeu le plus joué dans le sens, le nombre de parties, en fait. Under Falling Skies, quand je l'ai eu, j'ai enchaîné énormément de parties. Donc, et comme le jeu est rapide et assez court, c'est vrai que ça a fait exploser le compteur. Événements ludiques. Événements ludiques, ce sont moi j'ai marqué les vidéos sur YouTube, parce qu'à la base, j'avais pas prévu de faire des vidéos. C'est un peu tombé comme ça. C'est avec les concours, les défis Apex. C'est ça qui m'a poussé à les faire. Et c'est vrai que je me suis pris au jeu, c'est sympa. Et c'est vrai que c'est bien de présenter des jeux, notamment les jeux un peu, pas underground, mais un peu méconnus. C'est toujours bien de présenter des jeux comme ça donne envie ensuite aux gens d'acheter, tout ça. Voilà, donc j'ai encore quelques jeux à vous présenter. Et donc on se reverra sur la chaîne, hein, bien entendu. Donc voilà pour les tops 2022. J'espère que ça vous aura diverti, ça vous donnera des idées d'achat. Moi je vais me calmer un peu pour les achats, là. On va un peu temporiser, on va un peu jouer à ces jeux aussi. Il faut que je ressorte Mage Knight, il faut que je ressorte Spirit Island. J'attends mon Iron Sunset, donc on va se calmer un petit peu sur ça. On va mettre de côté. On va mettre de côté pour plus tard. Donc passez une bonne soirée et à la prochaine.